Et si votre alimentation pouvait avoir une influence sur votre cerveau et même sur la survenue de la maladie d'Alzheimer? On s'intéresse aujourd'hui au microbiote intestinal qu'on surnomme le deuxième cerveau et qui pourrait être une piste pour mieux comprendre la maladie et peut-être même pour la soigner. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en forme. En tout cas, nous, on est prêts, on est reposés, on est là pour vous donner tous nos conseils santé et bien-être, le tout durant 1 heure, car nous sommes en direct. Et vous savez, durant cette émission, on répond aux questions que vous nous envoyez, mais également celles que vous recevez. Rime, bonjour. Bonjour Jimmy. Aujourd'hui, vous répondez à la question de Sylvanie à propos du maquillage. Exactement, elle aimerait savoir si le maquillage permanent, qui est finalement comme un tatouage, est sans danger. Et si elle veut le faire, voilà, des conseils pour bien le faire. Pourquoi vous avez fait comme un tatouage? Vous avez fait un signe de la main, non? J'ai fait ça, tatouage? Non, je voulais faire ça, le eyeliner tatouage. Ah, pardon. Voilà, Je me c'est suis ça. dit, mais c'est quoi ce truc? Christophe Mercier-Tellier, bonjour. Bonjour Jimmy. Vous êtes venu avec des vêtements de seconde main. Absolument. Les vêtements de seconde main, bonne ou mauvaise idée? Je vais vous parler de gales, je vais vous parler de punaises de lit, de staphylocoque. Vous allez voir. On peut peut-être trouver toutes ces petites bêtes-là là-dedans, mais il y a des solutions. En plus de la bonne affaire, on ramène Docteur Diana Cadouche, bonjour. Et bonjour. Vous êtes en charmante compagnie Et aujourd'hui. oui, hein. aujourd'hui, Oscar avait déposé des questions à poser. Sur son métabolisme, il est un peu inquiet. Oui, parce qu'il tourne au ralenti son Il est un métabolisme. petit peu ralenti. Donc aujourd'hui, je suis là pour lui expliquer que tout va bien, mais comment ça marche. L'occasion de rappeler que le métabolisme peut nous faire perdre plus ou moins du poids rapidement, c'est ça? Exactement, Oscar. C'est peut-être pour ça. Mais on va voir ça ensemble tout à l'heure. Vous ne voulez pas lâcher C'est l'affaire? terrible. Non, Oui, non, donc, mais Oscar, très c'est bien. pas moi qui l'ai mis là. hein. Je vous Moi, laisse avec surfe avec. Oscar, grand bien vous fasse. Le Mac de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons à Saint-Étienne, dans un pôle de recherche où des scientifiques mesurent les effets de l'activité physique sur le corps, avec un focus tout particulier sur le sommeil des coureurs. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions autour de la fragilité de l'os qu'on appelle l'ostéoporose. Ostéoporose qui fait que vous pouvez vous casser le col du fémur, le poignet ou encore une vertèbre au décours d'une simple chute de votre hauteur. Il y a donc urgence à la dépister, mais également à la traiter. Nous serons avec une médecin rhumatologue. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. Tout de suite, le journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy et bonjour à vous à la maison. Vous avez passé un bon week-end, Emma? Super bon, merci. Très bien. J'ai fait du jardinage. C'est vrai. Ouais, Ah, voilà. c'est cool. Moi, j'étais au cinéma. Vous avez vu quoi? Super Mario. Très bien. Galaxy, Vous voilà. n'étiez pas tout seul. À mon avis, il y avait Non, des enfants j'avais dans des cette histoire. enfants. Allez, on ouvre ce journal car demain s'ouvre à Lyon le congrès international sur la maladie d'Alzheimer. Chercheurs, associations, personnes malades, proches aidants, avec plus de 1000 participants. C'est un rendez-vous majeur et vous allez voir, la recherche est porteuse d'espoir. Alzheimer, vous savez, c'est cette pathologie neurodégénérative qui affecte principalement la mémoire et qui touche, avec les maladies apparentées, près d'1,5 million de personnes en France. Alors, on ne comprend pas bien encore tous ces mécanismes et à ce stade, on ne dispose pas de traitement pour en guérir, mais la recherche avance, notamment sur les liens entre la maladie et le microbiote intestinal. Ça pourrait même ouvrir la voie à des médicaments. Et pour en parler, nous recevons Sylvie Cleyssen, chercheuse à l'INSERM, à l'Institut Génomique Fonctionnel. C'est à Montpellier. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors, on parle de maladie d'Alzheimer, qui est une maladie du cerveau. On va parler du microbiote intestinal, qui est le tube digestif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà le lien qu'il pourrait y avoir entre le cerveau et le tube digestif, puisqu'on dit souvent que le microbiote, c'est notre deuxième cerveau? Alors, comme vous le savez, la maladie d'Alzheimer se caractérise par une accumulation de protéines toxiques dans le cerveau qui vont entraîner la mort des neurones. Mais ces protéines s'accumulent aussi dans les neurones qui sont dans notre tractus digestif et que l'on appelle le deuxième cerveau. Donc on a des neurones dans le tube digestif. Dans le ventre, on a des neurones. On a des neurones qui contrôlent la motilité gastrique et la motilité intestinale. Et notamment, l'intestin et le cerveau communiquent en permanence par cette voie nerveuse, et notamment le nerf vague, qui est le plus long nerf du corps que vous avez affiché à l'écran, mais également par la voie sanguine, et notamment toutes les petites molécules qui sont produites par les bactéries et qui vont atteindre le cerveau via le sang.
Donc ces bactéries qui composent ce qu'on appelle le microbiote. Vous le savez, le microbiote, ce sont les milliards de micro-organismes, c'est-à-dire les parasites, les bactéries, les virus, les champignons, que vous avez à l'intérieur de tubes digestifs. Et à titre de comparaison, vous avez plus de bactéries dans le tube digestif que de cellules dans le corps humain. Alors, la recherche que vous menez, elle consiste à étudier la composition du microbiote chez les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous procédez ? Alors, si vous avez des pertes de mémoire, votre médecin va vous adresser à la clinique de la mémoire. Et en l'occurrence, à Montpellier, les docteurs Audrey Gabel et Karim Bélis, les enquêteurs de la mémoire, comme je les appelle, vont faire une analyse approfondie des tests neuropsychologiques, des dosages des biomarqueurs dans le sang ou par ponction lobaire pour déterminer les sujets atteints de maladie d'Alzheimer de ceux qui ne sont pas atteints d'Alzheimer. On va collecter des échantillons chez ces deux groupes de patients et on va comparer le microbiote intestinal, la composition du microbiote dans les selles, mais également les métabolites dans le sang. Et alors, ça fait 10 ans à peu près que cette recherche a débuté. Qu'est-ce que vous avez pu observer dans le microbiote des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Alors, on a vu justement que la composition du microbiote intestinal est différente entre les sujets Alzheimer et les sujets sains, avec notamment une augmentation de bactéries qu'on va considérer comme toxiques, néfastes, et qui corrèlent avec la perte de mémoire. Et quand on transfère ce microbiote à des souris, eh bien, on altère les performances de mémoire des souris. Et à l'inverse, est-ce qu'on peut imaginer qu'en changeant ce microbiote, on pourrait du coup améliorer les symptômes de la maladie, peut-être chez la souris déjà ? Tout à fait. Les souris qui reçoivent du microbiote de sujets sains ont des performances tout à fait normales. Et donc, on peut imaginer qu'on va avoir des bactéries qui pourraient être des candidats médicaments pour restaurer la composition du microbiote. Donc juste en faisant une transplantation de matière fécale, en gros. Par exemple, alors c'est un petit peu compliqué parce que là, on transplanterait un microbiote complexe, donc on ne connaît pas toute la composition, donc on préférerait se centrer sur des bactéries qu'on connaît bien. Et notamment au laboratoire, on a comme ça une start-up qui développe une bactérie candidat médicament. Et qui pourrait se prendre comment ? Qui pourrait se prendre... Là, c'est sur les souris que vous travaillez ? Oui, alors là, on travaille sur les souris. Donc, cette bactérie qui a été isolée chez des sujets sains, en très bonne santé, en fait, on la donne aux souris dans l'eau de boisson. Ah oui, et c'est en fait, simplement que ça. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que ces souris modèles d'Alzheimer, eh ben, quand elles ont reçu la bactérie, elles ne vont pas développer de perte de mémoire. En tout cas, la perte de mémoire est ralentie dans le temps. Donc ça, c'est vraiment prometteur, mais ça veut dire que dans un futur même très 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 loin, on pourrait prendre en charge la maladie d'Alzheimer avec des probiotiques ? Pourquoi pas ? Alors, ça va être long à mettre en place. Ça va être, comme tout médicament, mettre en place une bactérie médicament, ça va prendre du temps. Il va falloir montrer qu'elle n'est pas toxique, qu'elle ne va pas induire d'effets indésirables. Mais néanmoins, c'est possible, c'est envisageable. Et d'ici à ce que ce candidat médicament fasse surface, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au quotidien pour se protéger de la maladie ? Alors, on peut déjà commencer à prendre en compte la santé de notre microbiote en nourrissant nos bonnes bactéries. Et pour ça, le régime méditerranéen est un régime qui a fait ses preuves pour démontrer qu'il va maintenir un microbiote riche et diversifié. Et notamment, le régime méditerranéen 1 a également fait ses preuves pour montrer qu'il est protecteur contre la survenue de démence et pour un vieillissement en bonne santé. Donc l'idée du régime méditerranéen, vous le savez, c'est de manger des fruits et des légumes, d'avoir des oléagineux, les graines, les noix, d'avoir de l'huile d'olive, peu de viande rouge, du poisson. On limite les sucres, et notamment les sucres industriels. Donc finalement, notre alimentation a vraiment une influence sur ce qu'il se passe dans notre cerveau et sur la survenue potentielle de la maladie d'Alzheimer. Tout à fait. On voit aussi qu'il y a une grande... il y a une corrélation en fait, entre les gens qui sont atteints d'obésité ou de maladies métaboliques avec un risque accru de développer des maladies d'Alzheimer. En tout cas, c'est passionnant et ça ouvre des perspectives absolument incroyables et que je n'avais jamais entendues jusqu'à présent en dehors du MAC de la Santé. Il faut venir au MAC de la Santé. Ah oui, merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Merci à vous. Bravo à vous. On vous parle maintenant du manque de médecins. Ça, vous le savez, c'est fréquent, mais dans certains territoires, on manque également énormément de pharmacies. Oui, alors pour permettre aux habitants d'acheter leurs médicaments, une expérimentation est en cours. Elle consiste à installer des antennes de pharmacie. Aujourd'hui, il y en a 8 en France. La dernière vient d'ouvrir à la Chapelle d'Angillon, c'est dans le Cher. Vous voyez ce reportage de Delphine Renaud, Mathieu Vibo et Véronique Bourgin. Située au cœur du Berry, cette ancienne poste, prêtée par la mairie, fait désormais office
Un sirop qui doit être dans les cartons, c'est pas encore déballé. D'antenne de pharmacie. Depuis des mois, Laurence Giron prépare cette ouverture afin de répondre au mieux aux futures demandes des habitants. Le stock s'est constitué avec l'historique qui a été fourni par la Sécurité sociale. Ils m'ont donné une liste d'une 50aine de molécules qui étaient consommées sur le secteur et aussi avec notre stock informatique puisqu'on avait certains patients de la Chapelle qui venaient chez nous. Alors que l'antenne vient tout juste d'ouvrir ses portes, les premiers clients sont déjà là. Bonjour, ça vous fait moins loin? Bah oui. Vous êtes bien pris? Oui. Pour ce monsieur, c'est quand même plus confortable, vu son âge, d'avoir une antenne sur place, ou d'avoir les médicaments sur place. Depuis 6 ans, la Chapelle d'Angilon n'avait plus de pharmacie. Pour ses 610 habitants, c'est un soulagement. Si j'ai besoin de quelque chose d'urgent, on va dire, pour la petite, au moins, c'est selon les ouvertures d'ici, je peux venir, hop, et j'ai, on va dire, un médicament tout de suite, quoi. C'est quand même rassurant, on va dire. Je connaissais les locaux quand c'était la Poste, qui a fermé il y a bien longtemps aussi. Donc non, je trouve que c'est une très bonne chose. Cette structure a été créée dans un but bien précis, lutter contre la désertification pharmaceutique. Si Laurence a ouvert cette antenne, c'est parce qu'elle connaît bien le territoire. À 10 km de ce village, elle tient une officine depuis plus de 30 ans. L'homéopathie. J'ai téléphoné hier pour la reprise. Ils vont venir demain. Au fil des années, Laurence a vu le départ de 2 médecins généralistes et la fermeture de plusieurs pharmacies dans les communes voisines. On a quand même une désertification médicale qui, par la suite, peut engendrer une désertification pharmaceutique. Les pharmacies, il faut savoir qu'on ne peut pas s'installer où on veut. Donc, il y a un maillage territorial qui est instauré en fonction de la population. Actuellement, en France, une pharmacie ferme tous les 2 jours, faute de trouver un repreneur. Grâce à ces antennes de pharmacie, les habitants de petites communes rurales retrouvent un accès aux soins de proximité. La pharmacie ne délivrera pas seulement que des médicaments, mais elle pourra aussi réaliser les nouvelles missions de l'officine, vaccination, dépistage des cystites, des angines selon des critères bien établis. L'expérimentation va durer 3 ans, avec une douzaine d'antennes réparties sur l'ensemble du territoire. Alors, je sais pas vous, mais moi, hier, j'ai fait le marathon. En tout cas, j'ai regardé le marathon à la télé sur France 3. Voilà. Ça avait l'air hyper impressionnant. Je vous aurais balancé sinon. Et vous avez noté que parmi les quelques 60 000 coureuses et coureurs, il y avait Kwashi Kitabatake, c'est un homme japonais. Et surtout, c'est le coureur le plus âgé de cette édition. À 92 ans, il a bouclé la course en 7h, 21 minutes, 37 secondes précisément. Pour comparaison, le premier homme a fini en 2h05, mais Kwashi n'était pas le dernier à franchir la ligne. Il a commencé la course à 74 ans. Il n'est jamais trop tard pour quitter votre télé et vous lancer sur la piste. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il a couru, c'était son 36e marathon. Ah, quand même, 36e marathon en débutant à 74 ans. Oui, monsieur. Eh bien, au MAC de la Santé, on a également notre championne. Exactement. Eliane, 72 ans, elle a couru à Paris son 33e marathon. Elle était monteuse au MAC de la Santé. Eliane a pris sa retraite il y a quelques années, mais elle continue à courir. Hier, elle a mis 5h03. Franchement, bravo Eliane et plein de gros bisous, trop fière. Bravo, et je crois Moi, qu'elle j'ai a fait fini... 5 km tranquille et j'étais déjà trop. C'est déjà un bon début. Et Eliane, elle a fini 8e de sa catégorie. Donc franchement, une énorme performance. Bravo Eliane, et on vous embrasse. Merci beaucoup, 5h03 Emma. secondes, me dit-on, mais je crois qu'on l'a déjà dit. 5 heures, c'est ce qu'on peut mettre des fois en voiture. Mais on a fait à pied. Bravo à elle. Merci beaucoup, Emma. C'est pas beau ce que vous faites. Et à demain. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions autour de la fragilité de l'os qu'on appelle l'ostéoporose. Et nous serons avec une médecin rhumatologue. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons à Saint-Étienne où des chercheurs s'intéressent au pouvoir méconnu du sommeil sur les performances des coureurs. Le marché du seconde main de vêtements cartonne. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de l'hygiène de ces vêtements? Je pense que non, mais Christophe Mercier va vous faire peur. Peut-on vraiment booster son métabolisme pour perdre du poids? Si oui, comment? C'est la chronique du docteur Diana Cadouche. Nous répondrons à la question de Sylvanie, une téléspectatrice qui aimerait savoir si le maquillage permanent est sans danger sur sa santé. Alors vous allez voir qu'il y a quand même quelques règles à respecter et c'est Rim qui lui répond. Nous sommes en direct, vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver nos chroniqueurs.
Rim, Diana, Christophe, je vous voyais ricaner là-bas dans le coin. Qu'est-ce qui se passe? Il que vous m'imitait racontez? faire le eyeliner. Oui, c'est ça. Ah, très bien, très bien. Bon, Christophe, on va parler du marché du vêtement de seconde main. Parce que ça explose, peut-être pour des raisons notamment économiques. 7 Français sur 10 ont déjà acheté des vêtements de seconde main l'année dernière. D'ailleurs, Diana, Rim, vous avez déjà acheté des vêtements d'occasion? Oui, absolument en ligne. En ligne, Diana? Non, jamais. Pour des raisons d'hygiène, évidemment, vous avez suivi les conseils de Christophe. Parce Je vais bien les écouter, par contre. parce que finalement, on ne ramène pas que des vêtements quand on achète des vêtements de Ah seconde ben, main. ça, c'est certain. On ne ramène pas que des vêtements, parce que le Journal of Hospital Infection rappelle que les textiles sont des formidables sources de micro-organismes. C'est pas mal, hein. Alors, on trouve des bactéries, des champignons, des parasites, parfois des virus, qui peuvent survivre bien plus longtemps qu'on l'imagine dans ces vêtements d'occasion. Mais ça veut dire quoi, Christophe? On peut vraiment ramener des choses à la maison, genre des punaises de lit dans des vêtements? Oui. Oui. Oui, je vous assure. Ah oui, je vous assure. Les parasites, on peut ramener le Sarcoptes scabiei de la Galle. Ça survit 3 jours dans un vêtement, donc c'est sympa. On peut ramener des punaises de lit. Alors elles n'aiment pas la lumière, donc elles se mettent plutôt cachées dans les coutures des vêtements, donc ça c'est sympa aussi. Les bactéries, on se trouve du staphylocoque doré. Les chercheurs de l'université de Plymouth ont montré que ces bactéries peuvent survivre très longtemps dans les textiles même secs, que les textiles en coton ou en polyester, ça survit très bien, super. Et puis alors les champignons qui sont à l'origine des dermatophytoses, comme la teigne par exemple, ou le pied d'athlète. Et ces champignons survivent très bien dans les vêtements même secs. Alors pour ceux qui ne seraient pas dégoûtés par le vêtement de seconde main, est-ce que vous avez quand même quelques conseils, quelques règles à nous donner? Oui, alors le réflexe de base, quand vous entrez dans un magasin de seconde main, respirez. Vous ne touchez à rien. Respirez. Oui. Est-ce que c'est un peu humide? Est-ce que ça sent l'humidité ou le moisi? Là, vous sortez. Parce que l'humidité, ça, c'est génial pour le développement des champignons microscopiques. Donc là, vous n'achetez pas. D'accord. Ensuite, les plateformes de vêtements d'occasion, achetez plutôt les vêtements qu'on vous dit qui vont être lavés avant envoi. Si les gens s'occupent de les laver avant de les envoyer, en général, c'est plutôt un gage qu'il y aura peut-être moins de merdouille dans le vêtement quand vous allez Ça l'arriver. vient du fond du cœur, là. Ouais, C'est l'hygiéniste. C'est l'hygiéniste. Et puis inspectez les emmanchures. Vous savez, regardez, voir s'il n'y a pas de l'humidité, des traces de transpiration. Ça veut dire que il y a une belle fermentation bactérienne. Et puis regardez dans les coutures, notamment des jeans. Alors là, il est noir, c'est un peu compliqué. Mais quand c'est plus clair, s'il n'y a pas des points noirs, ça c'est des déjections de Sarcoptes scabiei de la Galle. De la Galle, Ouais. très bien. Bon, si Sympa. on a fait l'inspection et que tout va bien, et que le vendeur l'a désinfecté, l'a mis en quarantaine, en gros, si on a un produit neuf, est-ce qu'on peut le porter directement Non, pas du tout. Non. Déjà, quand vous allez l'acheter, vous le mettez dans un sac en plastique. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, dans le vêtement, pas dans le sac. Et donc, vous pouvez contaminer votre sac à main, votre voiture. Donc, surtout, vous le transportez dans un sac à plastique fermé. Voilà, ça, c'est hyper important. Ensuite, quand vous arrivez à la maison, le vêtement d'occasion, vous ne le mettez pas sur le canapé ou sur le lit. Vous le mettez directement en lavage ou au congélateur. En lavage ou au congélateur. Ouais. Et pourquoi faire? On doit laver, vous allez me dire qu'il faut laver à 60 degrés, tout le tralala. Oui, mais c'est exactement ça, monsieur. Il y a des règles d'or quand on achète des vêtements d'occasion. Il y a des règles d'or. Première règle d'or, si vous voulez zigouiller à peu près tous les micro-organismes, il faut pouvoir laver le vêtement à haute température. Alors, tous les vêtements ne tiennent pas à haute température. En coton, ça tient. Un jean, ça tient. À 60 degrés, 30 minutes, ça marche très bien. Mais un pull, un t-shirt, ça tient pas à 60 Ah ben degrés. non, là, tout va pas tenir. Si c'est du coton bien épais, ça tient très bien. Ok. Des draps, des choses comme ça tient. 60 degrés, 30 minutes. Absolument, quand on peut. Et après, le sèche-linge, si ça tient, ça marche aussi. Ça remet une petite couche pour tuer les parasites et les bactéries. Maintenant, si votre vêtement, vous êtes sûr que ça ne va pas tenir à 60 degrés, vous le mettez au congélo. Donc vous le mettez dans un sac plastique. Mais qui fait ça? Moi, monsieur. Vous n'avez jamais vu un vêtement? Moi, je me suis retrouvé avec un 4 Galles dans un EHPAD où j'ai bossé. La première chose que j'ai faite, c'est que je me suis mis tout nu à la maison, j'ai tout mis dans un sac et j'ai tout mis au congélo pendant 4 jours. Mais vous avez remis des vêtements après? Oui, essentiel. absolument. Donc, 4 jours à moins 18. Et après, ce qui est hyper bien, c'est passer de la vapeur puissante, chaude, vous voyez, comme ce petit défroisseur qui envoie de la vapeur. Si vous n'avez pas de défroisseur, vous y allez au fer à repasser, fonction vapeur. Et ça sert à quoi, ça? C'est pour faire quoi? Eh ben, pour tuer d'autres micro-organismes, vous tuez des bactéries. Vous m'avez Donc, en clair, Christophe, on peut quand même acheter des vêtements de seconde main parce qu'on fait des économies, on évite d'acheter des vêtements, donc pour l'écologie, c'est peut-être un peu mieux.
mais il y a quand même quelques précautions et ça passe. Exactement. C'est une excellente idée écologique, mais simplement, vos vêtements de seconde main, il faut toujours les considérer comme contaminés. Voilà mes petits conseils, parce que votre santé en dépend. Mais oui, absolument. Et on vous laisse éteindre la vapeur avant qu'on prenne feu. Merci beaucoup Christophe. Et tout de suite, on retrouve le docteur Diana Cadouche. Mais avant ça, on a reçu la question de Colette, 75 ans, qui nous demande si une fracture du poignet est toujours un signal d'alerte sérieux. Eh bien, Colette, nous répondrons à votre question et à celle de Raymond, Christophe ou encore Martine dans quelques instants dans notre dossier du jour consacré à l'ostéoporose. Docteur Diana Cadouche, on va parler de métabolisme. Parce que quand on regarde sur les réseaux, on voit plein de vidéos qui nous disent comment accélérer le métabolisme ou qui nous expliquent pourquoi notre métabolisme tourne au ralenti. Et vous allez démêler le vrai du faux. Alors, je me suis amusée d'ailleurs à vous le montrer simplement. J'ai rentré le mot-clé métabolisme sur les réseaux sociaux. Et là, c'est parti. Plein de choses en quelques images. Beaucoup de compléments alimentaires, de techniques, d'aliments, de poudres, tout ce que vous pouvez trouver en quelques clics, j'ai envie de dire, qui vous promettent de pouvoir booster votre métabolisme et enfin perdre du poids. Vous avez compris, beaucoup de belles promesses. Oui, en général, ceux qui parlent du métabolisme sont ceux qui ont des produits à vendre ou des formations, des coachs et tout le tralala. Mais on va revenir à la base. Déjà, c'est quoi le métabolisme ? Justement, généralement, ceux qui vendent ne sont pas capables vraiment de le définir. Donc, le métabolisme, c'est tout simplement toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans votre corps pour le faire fonctionner. Et quand je dis fonctionner, ça veut dire quoi ? Tout simplement respirer. Ça demande de l'énergie, faire battre votre cœur, vous faire réfléchir, digérer. Tout ça, en fait, ça consomme de l'énergie. C'est comme une usine qui a besoin, même s'il n'y a pas d'ouvrier à l'intérieur, qui a besoin de tourner en quelque sorte. Ça veut dire qu'au repos, même quand on ne fait rien, il se passe quelque chose, on dépense de l'énergie. Et oui, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de repos, ce qu'on appelle chez nous la DER. Et elle n'est pas petite, c'est au contraire 60 à 70% de votre métabolisme de la journée. C'est simplement l'usine qui tourne en quelque sorte à vide. Et à ça, on va rajouter quoi ? Le fait de bouger, de faire de l'activité physique et aussi digérer. C'est ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments. Pour pouvoir les digérer, ça encore, c'est de l'énergie à dépenser. Alors, certaines personnes disent avoir un métabolisme qui tourne au ralenti. On dit en vieillissant, j'élimine plus comme avant. Mon métabolisme doit être bloqué. Est-ce que ça existe vraiment et comment on peut expliquer la différence ? C'est sur ça que surfent les réseaux sociaux. Il existe effectivement des différences. Alors, des différences bien réelles sur des facteurs qui sont très concrets. Déjà, tout simplement, l'âge. Et oui, quand on vieillit, malheureusement, on va perdre de la masse musculaire et donc, on va brûler beaucoup moins. Il y a aussi le sexe. À poids égal, un homme a beaucoup plus de masse musculaire qu'une femme et donc va dépenser une énergie de repos supérieure à la femme. Vous avez aussi la taille, le fait d'être très grand. On a plus de tissu, tout simplement, à faire fonctionner, donc on va dépenser plus. Et enfin, vous le voyez venir, la composition corporelle, ce qu'on appelle la masse maigre, c'est-à-dire notamment le muscle. Plus vous avez de la masse musculaire, plus vous dépensez, vous brûlez spontanément. Alors forcément, quand on veut perdre du poids, on se dit et comment je pourrais faire pour accélérer justement mon métabolisme ? Et oui, alors c'est possible, mais pas comme les réseaux l'indiquent. C'est pas justement, on relance pas un métabolisme sur un aliment miracle, sur un complément miracle. Alors il y a effectivement des effets possibles, notamment en développant la masse musculaire grâce à l'activité physique et notamment plus spécifiquement au renforcement musculaire, c'est-à-dire la muscu. Vous avez aussi le fait d'éviter, et ça les gens ne le savent pas, d'éviter les régimes restrictifs, on va voir après, qui font au contraire baisser la dépense énergétique et tout simplement en s'assurant que dans sa journée, on a fait des bons apports de protéines parce que qui dit protéines dit bonne construction musculaire, vous l'avez compris. Ça veut dire que si on veut booster un peu le métabolisme, on a plus d'intérêt à faire de la musculation que de courir, par exemple, tous les jours ? Notamment, c'est les recommandations officielles, il faut faire les deux, mais les gens oublient de faire la muscu, surtout si on a peur, soi-disant, d'être bulky, d'être très... Alors, il faut y aller quand même, mais oui, c'est souvent, malheureusement, évité, alors qu'il faudrait encourager le renforcement musculaire, la muscu. Bulky, ça veut dire bulky très très musclé comme Hulk. Comme ça, on a peur, quoi. Ouais, quand on a peur d'être Hulk. Alors, quand un régime a cassé le métabolisme, est-ce que c'est vrai ? C'est-à-dire que si on fait un régime, tout d'un coup, le métabolisme tourne au ralenti ? C'est vrai, en réalité. En fait, quand le corps subit ce qu'on appelle une grande perte de poids, un régime très restrictif, le corps n'est pas capable de comprendre que vous faites ça pour avoir un beach body, ce que vous voulez, c'est-à-dire un beach body. C'est quoi, tu sais ça, j'ai envie. C'est-à-dire être prêt pour l'été. Ah, très bien, merci. Merci excusez-moi, je suis anglophone, donc c'est important que je respecte. Mais il n'a pas compris que vous faites ça pour vous, en fait. Il pense qu'il est en famine, donc il se sent agressé. Et qu'est-ce qu'il fait, le corps, paradoxalement ?
eh bien, il freine la dépense énergétique. Et donc, vous qui essayez de perdre du poids, vous vous retrouvez avec un corps qui, au contraire, va freiner, va dépenser beaucoup moins. Et comme il n'est pas bête, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait là? Pourquoi ce poids ne remonte pas? Et il va induire aussi une augmentation des hormones de faim qu'on appelle la gréline. Donc, vous brûlez moins et vous avez beaucoup plus faim. Ce n'est pas un manque de volonté du tout, c'est absolument normal. C'est ce qu'on appelle l'adaptation fonctionnelle, l'adaptation métabolique du corps, tout simplement. Et du coup, est-ce qu'il y a des aliments ou des boissons qui peuvent accélérer le métabolisme, comme certains le promettent? Alors, sur ce que j'appelle les études scientifiques, les boîtes de pétri, donc c'est presque ridicule les effets, oui, c'est-à-dire le café, le thé, c'est ce qui sont vendus et ils surfent sur ça, mais la réalité clinique, absolument pas. Les effets sont très modestes et surtout très transitoires. Donc non, il n'existe pas de remède miracle et encore moins des compléments alimentaires qui vous sont vendus. Ça repose sur des études scientifiques qui ne sont pas de bonne qualité, qui sont avec des preuves extrêmement limitées. Et surtout, n'oubliez pas que ces compléments alimentaires, ce ne sont pas des médicaments. Il va y avoir beaucoup de choses à l'intérieur, dont des stimulants, notamment le café. Et qui dit stimulant, dit effets secondaires, palpitations, anxiété, troubles du sommeil. Donc par pitié, ne croyez pas à ces promesses que vous avez trouvées sur les réseaux. Juste finalement, un peu de sport, de la musculation, pas de régime restrictif. Non. Et un peu de protéines. Et s'écouter, tout ça. Merci beaucoup, docteur. Dites-moi. Je vais m'étouffer. Tout de suite, on prend le pouls de la France, pardon. Ce sont les allergies, c'est pas très grave. Et plus particulièrement, direction Saint-Étienne, dans un pôle de recherche d'excellence. Là-bas, les scientifiques mesurent les effets de l'activité physique sur l'organisme. Et parmi leurs axes d'étude, un sujet encore méconnu, le sommeil des coureurs. Un reportage de Camille Leclerc, Julien Nativelle, Véronique Bourgeon-Jacquin. Sainté comme on la surnomme, voit la vie en vert. Couleur emblématique de l'équipe de foot locale, la ville vibre pour le sport, au rythme des buts et sous les pas des coureurs. C'est vous qui allez aligner les kilomètres cette nuit. La doyenne des courses de trail a lieu ici depuis plus de 70 ans. 80 km à parcourir de nuit, en décembre, pour relier Saint-Étienne à Lyon. Voici l'un des futurs participants, Mathis, étudiant en fac de sport et collectionneur de dossards. Celui-là, c'était donc le dossard des championnats de France cross-pompier. Et là, j'ai la médaille, une course de 25 km avec 1300 mètres dénivelé. En tant que Stéphanois, c'est quand même une grosse course, c'est niveau national, voire international. Et nous, le coach, nous pousse justement à chercher ce challenge. Et donc, cette année, il veut qu'on s'inscrive sur cette course, donc on va être présent. Mais que se passe-t-il quand on court des heures sans dormir ? Pour le savoir, Mathis va prêter son corps à la science. Après une journée de cours, direction ce laboratoire pour passer une nuit blanche. J'ai pris de quoi nous occuper un peu. Je sais pas si t'es jeux de société un petit peu, si t'en connais certains. Ça va, ouais. T'auras le temps d'apprendre à y jouer si tu les connais pas. Allez. Cette chercheuse s'intéresse aux stratégies de compensation chez les athlètes qui restent éveillés pendant 24 heures ou plus pour courir. Avant de venir ce soir, il a fait 5 nuits de ce qu'on appelle extension du sommeil. Donc il a dormi plus longtemps que son habitude, pendant 5 nuits. Et ensuite, on fait une nuit de privation de sommeil, donc une nuit blanche au laboratoire. Et l'idée, c'est de voir si faire 5 nuits où on dort plus avant peut prévenir un petit peu les effets néfastes du manque de sommeil par la suite. Bonne nuit. Une nuit pas très reposante. Nous retrouvons Mathis le lendemain matin. Donc là, ça fait maintenant 27 heures que j'ai pas dormi. Donc ouais, ça commence à se faire ressentir. Et pourtant, il doit maintenant se soumettre à une batterie de tests, comme cette épreuve de force. Ah, et tu pousses, encore, allez, et relâche. L'idée, c'est qu'on mesure avant l'exercice et après pour mesurer la fatigue induite par l'exercice, donc si on a une diminution de la force et si elle vient plutôt d'un point de vue nerveux ou musculaire. Place désormais à la course. 3, 2, 1, c'est parti. La nuit blanche devrait avoir des conséquences sur la performance de Mathis. Les impacts de la privation de sommeil ils sont assez bien démontrés sur le plan cognitif. On a une diminution de la vigilance, la capacité de concentration. On a des données qui montrent que la performance d'endurance est diminuée en conditions de privation de sommeil. On ne connaît pas encore bien les mécanismes, donc c'est l'idée de cette étude. Pour cela, Romane recueille une panoplie de données. Fréquence cardiaque, dépenses énergétiques, nombre de pas. Je vais te demander de noter du coup ta perception de l'effort, donc entre 6 et 20, juste à l'instant T, comment tu te sens. Ni léger ni dur, 13, parfait. Elle cherche aussi à savoir si Mathis met plus de temps à réagir.
Donc quand la croix apparaît, tu réagis toujours le plus rapidement possible en appuyant sur le bouton. Le coureur doit ensuite accélérer la cadence. Allez, tu te bats. Allez. Jusqu'à atteindre l'épuisement. Super. Mathis aura tenu 1h10. Les liens entre le sommeil et la performance, ces chercheurs s'y intéressent depuis 3 ans. Et leurs travaux ne concernent pas que les athlètes. On va étudier si l'activité physique, le matin ou le soir, a un impact sur le sommeil la nuit suivante. Donc là, on étudiera 2 populations, des sportifs et des sédentaires, et on regardera l'impact dans ces 2 populations sur le sommeil. Souvent négligé, le sommeil pourrait devenir un paramètre des programmes d'entraînement grâce à ces nouvelles connaissances. Mathis, lui, compte bien tirer les bénéfices de cette expérience. Même si on court pas bien longtemps, ça donne un aperçu de passer une nuit sans dormir, de courir derrière. Et avec ces recherches, au moins, peut-être que ça va nous aider pour après, quoi, pour savoir ce qu'il faut faire pour mieux se préparer la prochaine fois. Prochain défi du laboratoire, transformer des personnes sédentaires en coureurs d'ultra-endurance et démontrer les bienfaits de l'activité physique à haute dose sur la santé. Eh bien, c'est hyper intéressant. Nous, on a la première partie du travail, on a bien dormi. Il ne reste plus qu'à se mettre en mouvement. Un appel à témoins. Vous êtes passionné de jardinage et cette activité a un impact positif sur votre santé au point d'oublier vos douleurs et même vos problèmes. Venez nous en parler dans une prochaine émission. Nous attendons votre témoignage au numéro qui s'affiche, que je vais dire très lentement, le 01 76 52 59 79, parce que des fois on n'a pas le stylo, tout ça. Là, ça devrait être bon. Et tout de suite, c'est Rine qui répond à toutes vos questions. Et la question de Sylvanie, donc, qui nous dit « Pourriez-vous m'éclairer sur les maquillages permanents? Sont-ils fiables ou faut-il les fuir ?» Alors, que diriez-vous de ne pas avoir à vous maquiller pendant plusieurs mois? J'en rêve. Vous en rêvez, Jimmy? Ben oui, vraiment... voilà. Un trait d'eyeliner parfait, une bouche parfaite, sans rien faire. Voilà, c'est la promesse donc, du maquillage dit permanent, qu'on appelle aussi dermopigmentation, ou en anglais microblading, et qui séduit de... Voilà, je vous rejoins sur l'anglais, Diana, qui séduit de plus en plus de personnes. Donc, ça peut être fait sur les sourcils, les paupières, les lèvres, et aujourd'hui, on en trouve même du blush, vous savez, ou de l'anti-cerne. Voilà, donc c'est assez varié. Oui, je sais, surprenant, on est d'accord. Voilà, donc la technique, elle consiste à injecter des pigments sous la peau avec un appareil à aiguille. C'est comme un tatouage superficiel. Et comme tout acte qui traverse la barrière cutanée, c'est pas anodin. Et ça dure en général donc de 1 à 3 ans, selon la technique qu'on utilise. Alors, on imagine donc qu'il y a des risques et des précautions à avoir. Absolument. Déjà, le premier risque, c'est l'infection locale qui pourrait être due à des bactéries si le matériel est mal stérilisé. Donc, il faut vraiment faire attention où on va. On peut aussi avoir des réactions allergiques qui sont assez fréquentes, notamment à cause des pigments qui sont contenus dans les encres et qui peuvent provoquer des rougeurs et des démangeaisons. Il peut y avoir une mauvaise cicatrisation. Et enfin, c'est le risque de résultats décevants. On voit pas mal d'images avec des personnes ayant notamment, par exemple, des sourcils trop hauts par rapport à leurs sourcils originaux, des couleurs qui virent avec le temps. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de témoignages, on va voir quelques images ici, de personnes qui regrettent leur maquillage permanent et qui sont donc obligées de passer par l'étape du détatouage au laser. Donc ça fait quand même beaucoup on va dire, de procédures pour du maquillage. Donc on a parlé des risques, mais également du coup des contre-indications médicales. Et là, c'est très sérieux encore. Oui, absolument. Donc selon l'Association française de médecine esthétique et anti-âge, les voici, il faut éviter ce type de tatouage. Donc si vous souffrez d'une maladie auto-immune, d'une maladie dermatologique ou d'allergie sévère. Et enfin, si vous souffrez de diabète, d'insuffisance rénale, cardiaque ou hépatique, et également si vous prenez des traitements contre l'acné, notamment à base d'isotrétinoïne. Alors, si on n'a pas de contre-indication et qu'on souhaite le faire, vous avez néanmoins quelques conseils à nous donner. Oui, absolument. Pour que tout se passe au mieux, voici quelques précautions. Déjà, vérifier que le personnel est bien formé et donc aller vers des instituts reconnus. Et puis, c'est pas vous, Christophe, qui allez me dire le contraire, mais observez l'hygiène de l'endroit où vous allez. Est-ce qu'ils changent bien les gants? Est-ce qu'ils ont des aiguilles à usage unique? Est-ce qu'ils désinfectent régulièrement? Et vous pouvez aussi demander la composition des pigments, demander la petite boîte qu'ils ont utilisée pour vérifier que ça a la norme CE. Après la séance, on suit bien les conseils qu'on nous a donnés en nettoyant la zone, etc. Il ne faut absolument pas enlever les petites croûtes. Et
éviter les baignades et le soleil pendant une semaine. Voilà, donc je vous le disais, le résultat, il dure 1 à 3 ans selon la zone et les produits utilisés. Pour le coup, on est autour de 250 à 400 € selon la zone. Alors là, j'ai parlé du côté esthétique, mais vous savez qu'il y a aussi du maquillage permanent de reconstruction qui est très utile. Voilà, donc il faut juste faire attention avec toutes ces petites précautions. Comme ça, vous n'aurez pas d'effets secondaires sur votre peau. Eh bien, merci de toutes ces explications. Comment on fait pour vous envoyer les prochaines questions? Donc c'est rim@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. Docteur Diana Cadouche, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes anglophone, mais genre nous on est des gueux en fait. Et genre, pourquoi vous êtes anglophone? C'est quoi le Je n'ai rapport? pas du tout dit gueux, j'ai pas dit gueux. Parce que ma mère est anglophone, donc on parle anglais à la maison. oui. Ah, donc on vous pardonne vos Et expressions. mon mari est anglophone. Attendez, écoutez. Et votre mari est attendez, anglophone. ben voilà. Eh bien très bien. Voilà, on en sait Prochaine plus. émission en anglais. Oh, calmez-vous, on est très bien en français. On passe à notre dossier du jour. C'est une maladie silencieuse qui concerne 4 millions de personnes en France. On parle maintenant de l'ostéoporose, responsable de multiples fractures. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de la prévenir et de la traiter. C'est ce qu'on voit avec notre invité. Et nous sommes ravis d'accueillir le professeur Karine Briot, médecin rhumatologue à l'hôpital Cochin. C'est la PHP, c'est à Paris. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. En préambule du dossier, on a dit 4 millions de personnes en France, mais c'est énorme. Il y a beaucoup de monde qui est concerné par l'ostéoporose. Oui, c'est une maladie très très fréquente. C'est 40% des femmes après 50 ans. Il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes, 1 tiers d'hommes et 2 tiers de femmes. Donc c'est très fréquent. Donc le facteur principal, déjà, c'est l'âge. À partir de quel âge on peut commencer à faire de l'ostéoporose? Le principal facteur, c'est la ménopause. Donc ça considère. C'est pour ça que c'est préférentiellement chez les femmes. Et après, ça augmente avec l'âge. On considère que 65, 70 ans, c'est un âge où on peut se poser la question de dépister l'ostéoporose. Alors, on va vous expliquer simplement ce qu'est l'ostéoporose et on va ensuite répondre à vos questions. Quand on regarde un os est constitué de ce qu'on appelle les travées osseuses qui donnent à l'os une densité. Quand on est en bonne santé, l'os est très solide et il résiste notamment aux chutes pour éviter les fractures. Avec le temps, le vieillissement, la ménopause et les autres facteurs, eh bien, on peut avoir des travées osseuses qui sont moins présentes et en quelque sorte, l'os est moins dense. Comme il est moins dense, il a tendance à se fracturer beaucoup plus facilement. Ce qui fait qu'une simple chute de votre hauteur peut être responsable de fractures à des zones assez spécifiques. Fractures notamment au niveau des vertèbres, on parle de tassements vertébraux. Fractures au niveau de la main et plus particulièrement au niveau du poignet. Et également la traditionnelle fracture du col du fémur. Et on a reçu cette question de Colette qui nous demande, elle a 75 ans, si une fracture du poignet doit être un signal d'alerte sérieux d'ostéoporose. Oui, effectivement, on considère que la fracture du poignet, elle va précéder d'une vingtaine d'années la survenue de la fameuse fracture du col du fémur. Donc, c'est le moment de faire l'ostéodensitométrie quand on a eu une fracture du poignet. Donc, quelle que soit la fracture, c'est-à-dire que si on a fait un accident de trottinette, de vélo, qu'on a couru, qu'on a marché, parce qu'on peut se fracturer le poignet pour plein de raisons. Alors, c'est quand on considère que la fracture est liée à une chute de sa hauteur, en général. Une chute de sa hauteur en marchant. Donc si le sol est un peu glissant, c'est un peu moins de faible traumatisme. Normalement, notre os est censé résister à une simple chute de notre hauteur, sans courir, juste en marchant, on devrait se faire mal, mais pas se casser le poignet. Oui, c'est ça. Et à part le risque donc, de fracture, est-ce qu'il y a d'autres symptômes qu'on ressent liés à l'ostéoporose? Non, c'est une maladie qui est totalement asymptomatique jusqu'à la fracture. Donc en fait, les douleurs, c'est pas un signe d'ostéoporose. Donc avant la fracture, il n'y a pas d'autres signes. Après, on connaît des facteurs de risque qui peuvent conduire à se poser la question de l'ostéoporose. Et sinon aussi, il y a la mesure de la taille, qui est un bon moyen de dépister les patients ou les patientes qui auraient fait une fracture de vertèbre. Mesure de la taille, c'est-à-dire quoi? Quand on perd de la taille en vieillissant, c'est un signe indirect d'ostéoporose? Ça peut être un signe indirect de fracture de vertèbre, de tassement vertébral, et donc d'ostéoporose. Et donc c'est pour ça qu'il faut se mesurer, il faut que le médecin vous mesure tous les ans. Et si on détecte une perte de taille de 2 cm, peut-être qu'il y a une fracture vertébrale ou un tassement qui est passé inaperçu. C'est quelque chose qu'on ne fait plus. En plus, on ne mesure pas tellement. On mesure que les enfants, et puis quand la croissance s'arrête, on pense au poids, mais pas tellement à la taille. Ouais. Et en fait, surtout, il ne faut pas croire, on pense toujours mesurer un peu plus haut que ce qu'on mesure, que sa taille est réelle. Donc souvent, on interroge les patients sur la taille qu'ils mesurent. Eux, ils pensent toujours mesurer comme à 20 ans. Et en fait, on perd de la taille naturellement avec l'âge. Mais une perte de taille trop importante peut être un signe pour trouver une fracture de vertèbre. Alors, vous avez parlé de ménopause comme facteur de risque. On a Mado qui nous demande s'il y a quelque chose d'héréditaire. Sa maman est atteinte d'ostéoporose, elle nous dit sur tout le squelette.
Est-ce qu'il y a un côté héréditaire dans l'ostéoporose? Il y a une part d'hérédité. Il y a des facteurs génétiques qui rentrent en compte dans l'ostéoporose. Ce n'est pas qu'une maladie génétique, mais ça peut expliquer à peu près 30% de l'ostéoporose. Pardon, vous allez dire quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours demander s'il y a des antécédents de fractures dans la famille. Vous avez dit l'examen clé dans l'ostéoporose, c'est l'ostéodensitométrie. Qu'est-ce que c'est? L'ostéodensitométrie, c'est un examen qu'on fait dans des centres de radiographie. C'est un examen à rayon X qui est rapide, 15 minutes, et qui permet de faire le diagnostic d'ostéoporose. Il mesure la densité osseuse de la colonne et de la hanche. Pour la colonne, on a l'os trabéculaire ou l'os spongieux, et pour la hanche, on a l'os cortical. Donc ça nous fait un calcul et ça nous dit globalement, sur une courbe, si notre os est plus fragile que les autres personnes de notre même tranche d'âge. Alors, c'est pas la même tranche d'âge que l'âge qui a 30 ans, c'est-à-dire là où on a son maximum de masse osseuse, le pic de masse osseuse. Et à vos patientes, par exemple, à partir de quel âge vous leur recommandez de demander ça à leur médecin généraliste? Est-ce que c'est remboursé? Comment ça marche? Oui, parce qu'on a reçu une question, on nous demande si à la ménopause, on a intérêt à faire cet examen. En tout cas, moi je le conseille dès qu'il y a une fracture, quel que soit l'âge, homme, femme, enfant, dès que c'est de faibles traumatismes, de se poser la question et donc de faire l'ostéodensitométrie. Après, il y a des facteurs de risque, la ménopause précoce, les antécédents familiaux. Et en l'absence de facteurs de risque, en France, il n'y a pas d'âge standard où c'est remboursé. Donc, on ne peut pas dire qu'à la ménopause, l'ostéodensitométrie est remboursée. Mais par contre, en vieillissant, avec des facteurs de risque, elle est remboursée. Et ça coûte, c'est un examen facile à faire ou pas? Dans le sens où on trouve facilement des rendez-vous, etc. Parce que... Oui, c'est très facile à faire. Ça se fait dans tous les cabinets de radiologie. Après, forcément, il y a des zones géographiques en France où il y a moins d'accessibilité. Mais c'est un examen qui est remboursé sur la base de 39,90 €. Donc, qui est pas très cher par rapport à d'autres examens. Et aujourd'hui, on a quand même une diminution du nombre d'ostéodensitométries, donc du dépistage en France. Ah bon? Donc, oui, donc on en a encourage... moins Alors qu'on a une population qui vieillit, donc on devrait avoir plus normalement d'ostéodensitométrie. Mais il y a probablement un problème de communication sur le dépistage, où c'est trop compliqué, où on a peur des traitements, où on pense que la fracture est liée qu'à la chute. Et donc c'est important, c'est un outil qui dépiste bien. Et donc il faut, effectivement, comme vous le dites, avec la population qui vieillit, ce qui serait bien, c'est de le dépister assez tôt pour empêcher la première fracture. Est-ce que le poids est un facteur de risque d'ostéoporose? On se dit, si on est très maigre, est-ce qu'on a plus de risque de faire de l'ostéoporose? Et à l'inverse, les personnes qui sont en situation d'obésité sont protégées ou c'est une idée reçue? Alors c'est une idée reçue. Alors celle qui n'est pas reçue et qu'on sait depuis longtemps, c'est que la maigreur, c'est un facteur de risque de fracture. Et les extrêmes, c'est jamais très bon. Donc l'obésité, c'est aussi un facteur de risque de fracture. L'arthrose là-dedans, c'est un facteur de risque ou pas par rapport à l'ostéoporose? Non, c'est une maladie qui est associée parce que c'est le même âge. Donc souvent, les deux coexistent. On a longtemps pensé que l'arthrose protégeait de l'ostéoporose. Et il y a plein de données qui montrent que ce n'est pas le cas. Il y aurait également des causes environnementales. Le rapport de l'ANSES sur le cadmium, publié fin mars, rapportait justement que l'exposition au cadmium, ce toxique qui est présent notamment dans les sols et qu'on retrouve dans l'alimentation, pourrait expliquer jusqu'à 34% des cas d'ostéoporose en 2040. Cadmium et os? Ouais, alors ça, je pense qu'il faut les bonnes études pour répondre à cette question qui est extrêmement intéressante sur l'effet même de la pollution. Aujourd'hui, on s'intéresse aux effets de la pollution atmosphérique, des microparticules. Donc il y a des données sur le cadmium chez l'animal où on se pose la question. Alors je pense qu'on ne peut pas extrapoler à des chiffres en 2040 avec les données que l'on a, mais simplement, rien que le tabac aussi est un facteur environnemental de cause d'ostéoporose majeur. Donc, avant de se poser la question du cadmium, il faut déjà se poser la question du tabac. Et le tabac qui est une source majeure d'exposition au cadmium. Tout à fait. Donc peut-être l'un dans l'autre. Après une première fracture liée à l'ostéoporose, on a 2 fois plus de risques d'en refaire une dans les 2 ans qui suivent. C'est pourquoi le CHU de Lille a lancé un projet innovant, un accompagnement sur mesure pour les patients qui ont déjà eu une fracture à cause de leur fragilité osseuse. Un reportage de Géraldine Zamanski, Alexandre Delaval et Lucie Dullois. En pleine activité, debout, Paul savoure ses retrouvailles avec le jardinage. La peur de tomber s'éloigne enfin, 6 mois après une chute. Je suis tombée. Mais alors, de ma hauteur. Mon mari a voulu m'aider à me relever. J'ai su tout de suite que c'était pas possible. C'était très, très, très douloureux. Donc, il a appelé les pompiers. Et en effet, le pompier, quand il a vu, il a dit « Oh là là, je pense que c'est vraiment une fracture du col du fémur ». Ça m'a beaucoup surpris, vu mon âge. Je suis quand même
Je pensais qu'on pouvait avoir des fractures de ce style-là à partir de 80 ans. Le coupable a vite été identifié, l'ostéoporose. Paul l'a découvert grâce au service de rhumatologie du CHU de Lille. Il contacte toutes les victimes de fractures dont les os peuvent être fragilisés. Alors Paul a accepté de participer à un nouveau programme de prévention, avec d'abord une ordonnance de vitamine D et des consignes alimentaires. Donc je prends 3 produits laitiers plus les fromages, comme on m'a bien recommandé, pour consolider les os. Souvent, je prends du gruyère parce que c'est bien riche en calcium. Et Paul suit surtout une intense rééducation, 3 fois par semaine avec Mathilde. C'est bien posé, voilà, au pied tout droit. Un long parcours depuis la sortie de l'hôpital pour ne surtout pas retomber. C'est vrai qu'au début, on va faire plus de la kiné contre les douleurs, de la kiné antalgique. Et après, au fur et à mesure, on remet en mouvement et on augmente la difficulté sur les exercices. Il n'y a pas photo, là, c'est sûr. Oui. Il y a 6 mois, c'était pas du tout pareil. C'était assis, quelques petits mouvements. Non, c'est très, très progressif, tout ça. Cette rééducation n'est qu'une partie du programme proposé à Paul au CHU de Lille pour éviter une rechute. Elle concerne encore près d'1 patient sur 5 dans les 2 années qui suivent, faute de traitement. Comment allez-vous? Bien. Rassurez-moi, vous n'êtes pas retombé depuis la dernière consultation. Il n'y a pas eu de tentative de chute. Tant mieux. Donc ça, c'est quelque chose de rassurant. Moins de 15% des patients débutent un traitement de l'ostéoporose dans l'année qui suit l'hospitalisation pour une fracture. Donc c'est assez catastrophique. On a des traitements qui permettent de reminéraliser correctement les os, de renforcer leur solidité et de réduire le risque de nouvelles fractures. Les 24-48 Paul a choisi de recevoir ce traitement par perfusion 1 fois par an. Tout va être coordonné par l'hôpital avec son médecin traitant, son infirmière et son pharmacien. C'est vrai que c'est intéressant que ce soit toute une équipe, parce qu'on aurait tendance à laisser tomber au bout d'un moment, je crois. Et le programme comprend enfin des séances d'activité physique adaptées, car une musculation spécialisée renforce aussi les os. Dès que Paul aura terminé sa rééducation, elle pourra s'y mettre. Bon, l'idée, c'est de renforcer nos os, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Déjà, est-ce qu'il faut avoir du calcium pour protéger en partie l'ostéoporose? Oui, il faut 1 gramme de calcium par jour. Ça, c'est ce qui est recommandé quand on est à risque d'ostéoporose. Donc ça, c'est vraiment 1 gramme la de base. calcium par jour, mais qu'on trouve comment? Là, on a amené une eau qui est riche, enrichie en calcium, un yaourt traditionnel, et on a également des compléments alimentaires avec du calcium. Donc on a intérêt à aller vers où? Vers la bouteille, le yaourt ou encore les compléments? On dit qu'il faut toujours privilégier le calcium d'origine alimentaire, parce qu'il est aussi une source de protéines. Et l'autre élément en plus du calcium, c'est pour reconstruire des os, c'est constitué de protéines. Donc moi, je dirais qu'il faut plutôt aller vers le yaourt. Plus que le complément? Plus que le complément. Et si vraiment on n'y arrive pas avec les sources alimentaires, donc c'est pour ça qu'on évalue les apports alimentaires en calcium, s'ils sont insuffisants, on complète par un complément en calcium. Vous recommandez combien de produits laitiers par jour, du coup? Parce qu'on dit c'est plutôt 2 à 3. Est-ce qu'on a plutôt 3 quand on commence à vieillir? Ouais, 2, si on fait 2, après il n'y a pas que les yaourts, il peut y avoir un peu de fromage en limitant le cholestérol. Il y a aussi du calcium dans d'autres produits alimentaires. Donc on dit 2 à 3 produits laitiers. Par jour. Ouais. On a cette question de Catherine qui nous dit, mais du coup, l'alimentation, elle peut suffire, ou est-ce qu'il y a des situations où on peut avoir besoin de compléments alimentaires? Parce que ça, on l'achète sans ordonnance à la pharmacie. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on est à risque d'ostéoporose, il faut calculer ses apports en calcium. Donc il y a différentes façons. Il y a des questionnaires en ligne pour calculer les apports en calcium. Donc si on est à 600 ou 700 mg, on est insuffisant, on a besoin du complément alimentaire. Et ça, c'est marketing ou pas, les os riches en calcium? Non, ça marche très bien. Alors, je renforce effectivement que c'est mieux quand il y a la présence des protéines. Par contre, c'est une très bonne technique pour les personnes qui ne sont pas spécifiquement fans des produits laitiers. Les os, c'est déjà une énorme aide. Il y en a plusieurs, que ce soit pétillant ou ça nous aide beaucoup en tous les cas. Pour en citer 3, je connais la Courmayeur qui est là. Bravo, Courmayeur, Contrex et Par. Et Par, voilà. On a cité 3 marques et on n'a aucun lien d'intérêt avec aucune de ces os. On nous parle de la question des traitements. Est-ce qu'il y a des traitements contre l'ostéoporose? Et oui, mais lequel est le plus efficace? C'est Marie-France.
Il y a effectivement des traitements contre l'ostéoporose. Là, c'est quand on est à risque élevé de fracture, qu'on a fait des fractures. Il y a des traitements qui bloquent la destruction osseuse. Il y a des classes, ça s'appelle les bisphosphonates, le dénosumab. Et puis, il y a un traitement qui stimule la formation d'os, qui est un analogue de parathormone. Alors, il y a plusieurs traitements. On imagine que c'est au médecin de choisir, évidemment. On a Odile qui a 73 ans, qui nous dit qu'elle doit commencer un traitement, mais elle a peur des contre-indications. Elle nous parle d'effets secondaires au niveau des dents et des gencives. Ouais, donc ça, c'est avec la classe des traitements qui bloquent la destruction osseuse. C'est des traitements, donc, sont les bisphosphonates et le denosumab. L'effet très rare, c'est d'avoir ce qu'on appelle une ostéonécrose de mâchoire. C'est 1 sur 10 000 à 1 sur 100 000 patients traités. Ostéonécrose de la mâchoire, donc c'est l'os qui se nécrose, en fait. Oui, ça apparaît avec une petite ulcération, souvent maxillaire inférieure. 1 sur 10 000 à 1 sur 100 000, c'est rare, très rare, aux doses de l'ostéoporose. Et c'est après 4 à 5 ans de traitement. Et c'est favorisé par un soin dentaire. Donc il faut déjà avoir commencé le traitement. Et comme on le sait, après une fracture, ou si on a un risque très élevé de fracture, le risque de nouvelle fracture, il est très important. 20% après une première fracture. Donc par là, c'est que la balance entre le bénéfice et le risque penche largement en faveur du bénéfice du traitement. Même si le risque est faible, il est quand même inférieur. Mais même très très faible. Et je me demandais, est-ce que le traitement hormonal de substitution de la ménopause a un effet bénéfique ou au contraire négatif sur l'ostéoporose ? Il a un effet bénéfique dans les premières années, juste après la ménopause. Dans les 5 ans qui suivent, il permet de freiner la perte osseuse. Vous parlez toujours de freiner, mais on peut reconstituer sans traitement la perte osseuse. Il peut y avoir un retour en arrière par un changement d'activité, d'alimentation, d'activité physique, enfin, de mode de vie. Alors, avec le mode de vie, c'est-à-dire l'alimentation équilibrée, l'activité physique, vous arrivez à stabiliser, à éviter. Avec les médicaments contre l'ostéoporose, on arrive maintenant à gagner de la masse osseuse et à passer d'un stade d'ostéoporose à sans ostéoporose. Ah oui, donc on peut passer... guérir, entre guillemets, l'ostéoporose. Ça répond à la question de Madeleine, qui nous demandait si on peut stabiliser la maladie, même quand elle est déjà installée. Vous allez plus loin, vous dites qu'on peut même faire chemin inverse. C'est ça, oui. Avec les nouveaux traitements qui stimulent la formation d'os ou qui bloquent la destruction osseuse, le gain de densité osseuse mesuré par l'ostéodensitométrie est tel qu'on peut ne plus avoir d'ostéoporose. Alors, on a parlé des médicaments, mais vous avez dit un mot sur l'activité physique. Et Yvette nous dit, est-ce que la marche quotidienne suffit pour protéger l'os ? Elle permet en tout cas de maintenir la masse osseuse à la hanche, là où il y a l'os cortical, qui est vraiment sensible à l'impact. Après, ça ne va pas suffire pour prévenir les fractures. L'autre élément très important de l'activité physique, c'est la prévention des chutes. Il y a quand même, la plupart des fractures sont liées à une chute. Donc si on fait de l'activité physique, de la marche pour renforcer les muscles, on prévient les chutes. Et donc, on joue sur un autre côté qui augmente le risque de fracture, sur le côté musculaire. Donc, c'est un bon début avec un double bénéfice. Et Claudie nous demande, du coup, s'il y a des activités spécifiques pour éviter ou retarder l'ostéoporose. En dehors de la marche, on a intérêt à faire quoi pour limiter le risque ? On considère plutôt les activités physiques avec impact. Donc, la marche nordique, la marche avec bâton, la danse. Ça, c'est pour stimuler le gain de densité osseuse à la hanche. Et après, mais il faut aussi voir plus large, faire de l'activité physique pour être coordonné, la tête et les jambes, donc la coordination, la prévention des chutes, ça c'est extrêmement important. Donc l'activité physique, elle est importante pour prévenir les fractures, mais elle n'est pas suffisante quand il y a besoin d'un médicament. Café et alcool, est-ce qu'ils ont un impact sur l'os ? Alors c'est pas très bon, hein. L'excès de café, ça diminue l'absorption du calcium. Donc, mais c'est l'excès, beaucoup de café. Hein. Okay. On a bien commencé l'émission, on va pas se fâcher avec le café. Et l'alcool, au-delà des 2 unités chez la femme ou 3 unités chez l'homme, c'est pas bon pour les os. Donc, Marie-Jo, elle a peur de tomber. Elle nous dit, est-ce que cette peur est normale ? Quand on a peur de tomber, on risque de tomber. Donc on l'invite à aller voir peut-être son kiné, son médecin traitant. Oui, ça c'est sûr que la peur de tomber est un facteur de risque de chute. Et donc, il faut absolument traiter très vite la peur de tomber. Donc, elle peut aller voir son médecin traitant. Il y a des consultations chutes chez les gériatres qui peuvent l'aider par différents aspects psychologiques à travailler sur la peur de tomber. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Rim, Diana, Christophe, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir été présents. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve demain. Excellente journée sur France 5. Salut.